Bonjour, chers amis. Je voudrais remercier la FEF et tout le comité d'organisation pour leur invitation. Et c'est un plaisir que d'animer cette session FMC avec mon ami, le docteur Solange. Pas de lien d'intérêt par rapport à cette présentation. Durant cette présentation, après un bref rappel sur la situation épidémiologique au Maroc, je traiterai dans l'ordre le traitement percutané et le traitement endoscopique des formes compliquées par fistule biliaire. Au Maroc, le kyste hydatique est un véritable problème de santé et il reste fréquent notamment donc au niveau de la région des régions de Moyen Atlas. Et vous voyez, lorsque on regarde l'incidence chirurgicale, en 1980, il était de 3,2, en 2008, il est de 5,2. Dans un travail prospectif, on a réalisé avec nos amis de l'Université de Pavia et avec la contribution de l'OMS sur 5367 patients au niveau de la région de Moyen Atlas, nous avons trouvé une prévalence de 1,9% avec des kystes hydatiques de tout genre, notamment des stades 4, 5 et aussi des CE2, CE1 et CE3, donc A. Pour illustrer la prise en charge du kyste hydatique non compliqué, donc je vous présente ce cas clinique. C'est le cas d'une patiente de 68 ans qui n'a pas d'antécédent pathologique particulier et qui, suite à l'apparition de douleurs de l'hypocondre droit, on trouve un kyste hydatique, donc du foie droit, qui est donc de 12/6, avec une sérologie hydatique positive. Comment doit-on traiter cette patiente? Est-ce que c'est l'option chirurgicale est la bonne? Est-ce qu'on fait une paire? Est-ce qu'on fait un drainage percutané? Est-ce qu'on traite par de l'albendazole? Lorsque on s'adresse à ce genre de situation, et lorsqu'on a affaire à un kyste hydatique non compliqué, le traitement percutané est le traitement de premier choix, première ligne, lorsque nous avons un kyste hydatique donc monovésiculaire ou avec décollement de membrane. Le kyste hydatique multivésiculaire ou avec donc matériel non drainable, l'option chirurgicale reste celle la plus pratiquée. D'autres techniques de drainage sont actuellement en développement. Le kyste hydatique 4 et 5 n'a pas à être traité et une simple surveillance échographique est suffisante. Plusieurs modalités thérapeutiques sont possibles, visant soit à détruire la membrane proligère, c'est le cas de la paire, la ponction, aspiration, injection, réaspiration, ou le drainage, bien sûr avec injection de produits scolicides, qu'on va retirer après. La radiofréquence, c'est une méthode donc peu évaluée et quelques rares cas sont rapportés dans la littérature. L'évacuation de contenu des kystes, c'est juste quelques centres donc qui la pratiquent et le principe, c'est de vider le kyste de son contenu, bien sûr, aussi bien la membrane que les vésicules, en utilisant des cathéters de gros calibre et en appliquant des aspirations donc pour vider le contenu du kyste ou en faisant des irrigations au sérum salé donc de manière intense et agressive telle que donc la MOCAT qui a été développée par mon ami le professeur Hakan Okan donc en Turquie. Pour voir donc et illustrer la paire, je vous montre le cas de notre patiente chez qui on a réalisé une paire. Donc, ça se réalise dans une salle, donc avec un échographe et avec le nécessaire donc pour faire face à donc une situation d'urgence. On utilise une aiguille, une seringue pour vider. Donc, un champ donc troué, on désinfecte et une sonde qui est complètement désinfectée. Après, donc, on va donc localiser le kyste. On va l'aborder, regardez, c'est très important, il faut toujours l'aborder à travers du parenchyme. Ne jamais aborder le kyste directement. Toujours mettre donc du parenchyme entre le kyste et la capsule. Après, on va aspirer le contenu du kyste jusqu'à ce qu'on le vide, mais il ne faut jamais le vider complètement. Là, je suis en train déjà d'injecter. Donc, voilà l'aspect après. Donc, évacuation de contenu. On laisse toujours un peu de liquide hydatique pour pouvoir se localiser et localiser donc l'aiguille parce que ça, c'est de l'alcool absolu qu'on va injecter. Une fois on injecte l'alcool absolu, il faut que ça s'injecte dans la cavité. Il faut le faire ce contrôle échographique. Là, on voit très bien l'alcool qui s'injecte. Une fois on a injecté l'alcool, on injecte généralement 30 à 50% du volume retiré. Et une fois on a retiré, injecté cet alcool, on le laisse pendant 20-30 minutes, le temps que la membrane proligère soit complètement détruite et on va donc vider le kyste de son contenu qui est donc l'alcool. Un critère d'efficacité lorsque vous allez commencer à vider, vous voyez, là on commence à vider, là on regarde un signe d'efficacité immédiat, c'est le décollement de la membrane. Lorsque la membrane se décolle, là on est rassuré, on est sûr et certain que ce kyste est inactivé et la manœuvre a été efficace. Donc c'est un critère d'efficacité
immédiat. Donc, et on va continuer à vider jusqu'à ce que le contenu soit complètement, donc, et la cavité rétractée. Là, on est en train de vider. On continue à vider toujours et on voit très bien que la cavité se rétracte complètement. Et à la fin, donc, on a presque plus de cavité. On a juste, donc, la cicatrice de là. C'est normal. Après, bien sûr, le kyste va se remplir et il va se remplir d'un liquide inflammatoire et l'évaluation doit être faite à distance et non pas de manière immédiate. Donc là, on retire l'aiguille. Quel traitement et pour quelle malade? La paire. La paire, il s'adresse à des kystes CE1 et CE2, c'est-à-dire des kystes monovésiculaires ou avec d'écoulement de membrane. Le drainage s'adresse à des kystes dont le contenu est épais et surtout pour les kystes avec fistule biliaire et les kystes infectés. Sachez qu'un kyste avec fistule biliaire, on ne doit jamais injecter l'alcool absolu ou le sérum salé hypertonique qui sont les deux produits scolicides qu'on injecte. Souvent, c'est l'alcool absolu qu'on utilise. Rarement, c'est donc le sérum salé hypertonique. Et bien sûr, pourquoi? Parce que si on injecte l'alcool et il y a une fistule biliaire, il y aura une complication majeure qui est la cholangite. Bien sûr, l'alcool va attaquer les voies biliaires. Quant à la technique de drainage, c'est-à-dire avec évacuation, c'est la MOCAT ou la PEVAC, ce sont des méthodes en évaluation qui s'adressent à des kystes CO2 ou CE3B qu'on continue, nous, au Maroc, à opérer. Y a-t-il des contre-indications à ce traitement percutané? Oui, et la principale, c'est celle-là. C'est la localisation superficielle. Et bien sûr, un kyste inactif, il ne faut pas le traiter. Et le kyste avec fistule biliaire. Donc, la fistule biliaire, le kyste inactif et la localisation superficielle sont les principales contre-indications au traitement percutané et surtout à l'injection de scolicide par rapport à la fistule biliaire. Comment on évalue le succès de cette technique? C'est-à-dire, comment doit-on savoir qu'après notre traitement, on est efficace? À court terme, on a vu un signe important. C'est le décollement de kyste lorsqu'il s'agit d'un kyste donc monovésiculaire, c'est-à-dire un CE1. À long terme, il faut être patient. Et ça, il faut l'expliquer aux patients dès le départ, avant même de procéder au traitement. Il faut dire que ce traitement, une fois on a vidé, le kyste va se rétracter, mais au fil des temps. Parce que si on fait un contrôle à 7 jours du traitement, on va trouver que le kyste s'est rempli. Il se remplit par un liquide inflammatoire séreux, qui est une réaction inflammatoire par donc l'agression et l'inflammation de l'alcool par rapport au niveau de la membrane. Et il faut attendre 3 mois, 6 mois, voire même plus pour avoir le kyste se rétracter et devenir pseudotumoral. Et la disparition, elle n'est pas exigée pour donc le succès. C'est surtout la réduction de la taille, la solidification au fil des jours et au fil du temps et la disparition de la composante liquide. Voilà les principaux critères d'évaluation à long terme. Voilà donc un patient avec 3 kystes hydatiques dont 2 sont stables, donc CE1 et le troisième avec décollement de membrane. On a traité les 3 par paire et voilà l'aspect à 5 ans, bien sûr. On a évalué à 3 mois, à 6 mois. Par la suite, on évalue tous les ans et là, on a eu carrément un contrôle à 5 ans et voilà l'aspect à 5 ans. Rétraction, solidification, aucune composante liquide, aucune vésicule, aussi bien à l'échographie que scanner. Et ça, c'est donc le témoin que le kyste est carrément inactif. Nous avons traité en 22 ans 232 kystes hydatiques, données actualisées jusqu'au décembre 2016, et avec paire ou avec drainage, et le taux d'efficacité de succès était de 96%, donc 3,4% d'échecs, 3,4% de complications, et le séjour en moyenne était de 3 jours. On parle beaucoup des complications du traitement percutané, et on parle beaucoup de choc anaphylactique. Regardez cette étude, c'est une revue de la littérature, 4200 malades traités, seulement 2 chocs anaphylactiques sur 0,05%. Les complications majeures, donc, c'est du 0,4%, 0,38%, mineur, c'est 6%, et regardez le taux de récidive, 1,27%, donc peu de récidive. Donc, le traitement percutané est un traitement sûr, efficace, avec peu de complications pour des kystes hydatiques monovésiculaires ou avec des collements de membrane et notamment pour des kystes profonds et non pas pour des kystes superficiels. Est-ce que le percutané fait mieux que la chirurgie? La réponse est oui, parce que nous avons 2 essais contrôlés randomisés. Je vais vous les montrer dans l'ordre. Le premier, c'est qu'on a moins de complications avec le traitement percutané, une durée d'hospitalisation moindre et un taux d'efficacité donc qui était le même dans cet essai contrôlé randomisé.
La paire comparée à l'albendazole, bien sûr, la paire fait mieux que l'albendazole et généralement on consacre l'albendazole à des kystes dont la taille est inférieure à 5 cm. La meilleure étude comparant la paire à la chirurgie, c'est celle-là, publiée en 2017, parce qu'on a comparé que les bonnes indications à la paire à la chirurgie. Donc on a opéré les mêmes malades, les CE1 et les CE3A, 21 patients versus 20A, et c'est contrôlé randomisé, bien sûr, prospectif. Et vous voyez que le succès était meilleur avec la paire comparé à la chirurgie. Le taux de réponse incomplète était le même dans les deux bras et la durée d'hospitalisation était plus courte, donc avec la paire 2-3 jours, 2.3 versus 8.2 jours. Méta-analyse, 1650 patients dans le groupe paire, comparé à 1182 dans le groupe chirurgie laparoscopique. Et la conclusion de cette méta-analyse publiée en 2017, c'est que la paire est supérieure à la cellule chirurgie, avec un taux de guérison plus élevé et moins de complications et moins de mortalité, avec cependant un taux de récidive dans cette méta-analyse qui s'est avéré un peu plus important, donc avec la paire comparée à la chirurgie. On a vu la prise en charge du kyste idiotique non compliqué. Là, on va aborder la prise en charge du kyste idiotique compliqué, c'est-à-dire la principale complication qui est la fistule biliaire. Comme vous le savez, c'est la principale complication dans un travail. Donc, nous avons publié donc à l'hôpital Ibn Sina sur à peu près 620 malades. 24% se sont présentés à nous avec donc une fistule biliaire. Donc, finalement, la fistule biliaire reste la principale complication du kyste idiotique et sa prise en charge donc doit être illustrée et on va le faire à travers ce cas clinique. C'est un jeune de 32 ans qui est admis aux urgences dans un tableau d'angiocolite et à l'échographie, qu'est-ce qu'on trouve? Un kyste idiotique avec décollement de membrane et avec une dilatation des voies biliaires intrahépatique. Le malade est ictérique et fébrile. Comment doit-on traiter ce patient? Est-ce qu'on fait un drainage percutané? Est-ce qu'on doit faire une sphinctérotomie donc au cours d'un cathétérisme? Est-ce qu'on doit carrément l'opérer d'emblée? Ou est-ce qu'on peut associer le traitement endoscopique au traitement percutané? Le traitement endoscopique peut être fait dans cette complication, c'est-à-dire la fistule biliaire, soit en préopératoire, soit en post-opératoire. En préopératoire, trois principales indications de la sphinctérotomie endoscopique. Le malade qui se présente en angiocolite, c'est le cas de notre patient. Ce traitement peut être un traitement définitif, comme il peut être donc un traitement qui va nous permettre d'opérer le malade donc de manière élective, sans sepsis, sans ictère. Deuxièmement, les malades qui ont été opérés sans sphinctérotomie font plus de fistules post-opératoires que les malades qui ont eu une sphinctérotomie suite à une angiocolite avant de les opérer. Cependant, et c'est notre expérience, beaucoup de malades qui ont fait une vraie rupture du kyste idiotique dans les voies biliaires seront traités de manière définitive que par le traitement endoscopique. On n'aura plus besoin de les opérer parce que tout le contenu du kyste est complètement éliminé dans les voies biliaires et tout ce matériel sera extrait et donc évacué lors de la sphinctérotomie. Notre façon de faire est une façon donc séquentielle. Tout dépend du type de fistule. En fin de compte, lorsque nous avons une fistule biliaire sur kyste idiotique, nous avons deux types de fistules. La fistule simple, c'est-à-dire nous avons juste la communication du kyste avec les voies biliaires sans qu'il y ait du matériel idiotique dans les voies biliaires. Le malade n'est pas ictérique. Les voies biliaires intra et extra ne sont pas dilatées et le malade n'est pas en angiocolite. La deuxième situation, c'est comme le cas de notre patient, c'est une vraie rupture, le malade en angiocolite ou avec un ictère obstructif suite à des membranes et à des vésicules qui sont dans les voies biliaires intra ou extra-hépatiques. La conduite à tenir n'est pas la même. Lorsque nous avons une fistule simple, le traitement de première intention est une ponction percutanée avec un drainage. On utilise généralement des drains de diffringe. L'objectif, c'est de diriger cette fistule et amener donc cette fistule à cicatriser. On attend 14 jours. Si on a atteint l'objectif, on arrête et on surveille le patient. Si par contre, après drainage percutané, la fistule continue à être active et le drain continue à amener de la bile, là, on va aller réaliser une sphinctérotomie. Ce geste, bien sûr, est encadré par l'albendazole pour 3 mois. Lorsque on a fait la sphinctérotomie, donc on a finalement fait un double drainage interne et externe, on a le succès, on a gagné. Si on n'a pas de succès, la cavité reste là et le kyste reste actif et la fistule donne toujours, bien sûr, le malade sera opéré. La conduite à tenir est totalement différente lorsqu'on a un kyste avec rupture complète et le malade en angiocolite ou avec un ictère obstructif. Dans ce cas-là, c'est pas la
ponction percutanique qu'il faut faire. Il faut aller faire directement une sphinctérotomie. C'est le cas de notre patiente. On fera la sphinctérotomie avec drainage des voies biliaires et on va évacuer donc tout le matériel idéatique des voies biliaires. Avec cette technique, on peut gagner, il peut être à elle seule suffisante lorsqu'on a une rupture complète. Sinon, si la cavité persiste, à ce moment-là, c'est échec, on va faire un drainage percutané. Ils ne seront opérés que les malades qui sont en échec à ce traitement séquentiel, donc selon que la fistule est simple ou selon la fistule est majeure. On a traité 47 patients donc par cette technique et la conclusion, c'est que 80% on peut échapper à un traitement chirurgical et on a obtenu la guérison sans avoir à opérer ces malades. Donc, seulement 20% des patients ont été opérés, alors que cette complication aujourd'hui est traitée de manière chirurgicale dans la plupart des centres à travers le monde. Beaucoup de centres commencent aujourd'hui à procéder de cette manière. Je vous montre le cas de notre patient. Il est donc admis en urgence, en angiocolite, dilatation du voie biliaire. Le traitement qu'il faut faire en premier, c'est un drainage endoscopique par sphinctérotomie. Là, donc, après avoir réalisé la sphinctérotomie, regardez, déjà, en faisant la sphinctérotomie, le matériel idéatique, parce qu'il était sous pression, les voies biliaires étaient sous pression, s'évacue rapidement, donc de manière spontanée, donc au niveau de duodénum. Après, bien sûr, on va continuer à on va élargir la sphinctérotomie et on va voir le matériel idéatique donc sortir. Une fois on a donc complété la sphinctérotomie, on prendra une sonde de Dormia et on va continuer encore à ramoner pour vider la voie biliaire donc du contenu idéatique. On fait aussi des lavages intenses au sérum salé pour donc ramener toutes ces membranes à sortir donc par lavage au sérum salé ISO. Là, on a complété la sphinctérotomie et on va prendre bien sûr une sonde de Dormia et on va évacuer donc le reste du contenu, chose qu'on va faire là ici. Donc on va avoir donc retrait total donc de toutes les membranes donc idéatiques. Voilà, et bien sûr, après, on va continuer à laver au sérum salé et on fera la cholangio pour s'assurer qu'il y a une vacuité des voies biliaires. Avec ce traitement, donc, on pourra gagner, sinon, on pourra associer un traitement par voie percutanée si la cavité n'est pas complètement rétractée. Voilà, donc chez ce malade, donc on a drainé par voie endoscopique en premier. On voit très bien la liberté de la voie biliaire principale après drainage. Et 14 jours après, la cavité n'est pas complètement rétractée et on a associé donc en plus un drainage percutané avec un drain donc en queue de cochon Charrière 10 qui va donc permettre donc le drainage complet de la cavité. Et avec ce double drainage, c'est ce malade, on a obtenu une cicatrisation complète. Et voyez le résultat après 5 ans. Grande cavité kystique de 15 cm, aspect 5 ans complètement rétracté. C'était un kyste compliqué de voie biliaire qu'on n'a pas opéré. Donc, 15 études publiées donc, par rapport au traitement endoscopique, cette fois-ci, pas en préopératoire, mais en post-opératoire. Le traitement endoscopique en post-opératoire se conçoit lorsque le chirurgien n'a pas pu drainer complètement les voies biliaires et il y a encore du matériel idéatique, donc on peut être amené à reprendre ces malades donc au cathétérisme. Lorsqu'il y a une fistule post-opératoire persistante et lorsqu'il y a une sténose, on sera amené à mettre un cathétérisme avec bien sûr des prothèses plastiques. Avec cette façon de faire, on a traité 92% des malades. Il y a eu 92% des malades traités sur un total, donc dans la littérature, de 500 à peu près 40 malades. En conclusion, donc la paire a fait la preuve de son efficacité, de son iniquité, et c'est un traitement de choix pour les kystes non compliqués CE1 et CE3. L'endoscopie biliaire interventionnelle joue un rôle important en cas de kyste idéatique avec fistule biliaire. Il peut être utilisé, comme on l'a vu, en pré ou en post-opératoire. Et dans pas mal de cas, ce traitement peut être à lui seul un traitement définitif, notamment lorsque le kyste a été complètement rompu dans les voies biliaires. Je vous remercie.